Le 12 mars 1998, un expert en empreintes digitales à la retraite nommé A. Nathan Darby était assis dans sa maison d'Austin examinant deux séries d'empreintes à travers une loupe. L'une était une copie d'une empreinte digitale inconnue relevée sur une boîte en carton au 6e étage du Texas School Book Depository le 22 novembre 1963, le jour où le président Kennedy fut assassiné. L'autre était une fiche d'empreinte digitale de 1951 qui lui avait été soumise à l'aveugle. Darby ne savait pas à qui appartenait l'empreinte qu'il examinait. C'était justement le but. Après des heures d'analyse minutieuse, Darby signa une déclaration sous serment notariée. Il avait trouvé une correspondance en 14 points. En droit américain, 12 points suffisent pour une identification légale. C'était plus concluant que le standard minimum. L'empreinte digitale appartenait à Malcolm Everett Wallace. Mac Wallace, un meurtrier condamné, un homme qui travaillait pour Lyndon Baines Johnson. Si vous voulez comprendre comment l'empreinte d'un tueur s'est retrouvée sur la scène de l'assassinat le plus tristement célèbre de l'histoire américaine, appuyez sur ce bouton j'aime. Cela nous aide à partager des histoires que l'establishment a autrefois enterrées. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car ce que vous êtes sur le point d'entendre changera tout ce que vous pensiez savoir sur le 22 novembre 1963. Revenons à cette empreinte digitale. L'histoire commence non pas à Dallas, mais à Austin, au Texas. Le 22 octobre 1951, milieu d'après-midi, une chaude journée texane. Mac Wallace, 30 ans, vétéran des Marines, économiste pour le département de l'agriculture des États-Unis, conduit son break jusqu'au terrain de golf Butler Pitch and Putt. Il entre dans le clubhouse. À l'intérieur se trouve John Douglas Kinser, un golfeur professionnel de 33 ans qui possède le mini-golf. Personne n'entend leur conversation. Mais plusieurs personnes entendent le coup de feu. Une seule détonation d'un pistolet calibre 25. Des témoins voient Wallace s'éloigner rapidement de la scène, l'arme à la main. Il monte dans sa voiture et s'en va. À 14 km d'Austin, la patrouille routière du Texas l'arrête. La plaque d'immatriculation de Wallace avait été notée par un témoin. Il est arrêté immédiatement. L'arme n'est jamais retrouvée. Mais les preuves sont accablantes. De multiples témoins, sa plaque d'immatriculation. Wallace est pris en flagrant délit de fuite. Il est inculpé de meurtre au premier degré, une affaire simple comme bonjour, une affaire passible de la peine de mort. Au Texas en 1951, tuer un homme de sang-froid signifiait la chaise électrique. Mais Mac Wallace ne panique pas, parce que Mac Wallace a des amis puissants. En quelques heures, une caution est arrangée. Deux des soutiens financiers de Lyndon Johnson, Amy Ruby et Bill Carroll, versent la caution au nom de Wallace. L'avocat personnel de LBJ, John Coffer, accepte de le représenter. Le même John Coffer qui avait représenté Johnson lors de son élection sénatoriale volée en 1948, entachée d'allégations de fraude électorale massive. Le procès commence le 18 février 1952. Wallace ne témoigne pas. Son avocat admet la culpabilité de son client, mais prétend qu'il s'agissait d'un acte de vengeance. Kinser avait couché avec la femme de Wallace. L'accusation présente 29h30 de témoignages de 23 témoins, mais étrangement, ils n'établissent jamais de mobile. Quand on lui demanda pourquoi, l'avocat de la défense Paul Shelton déclara qu'il ne le pouvait probablement pas parce que le vrai mobile n'avait rien à voir avec la femme de Wallace. John Kinser avait une liaison avec Josepha Johnson, la sœur de LBJ. Josepha était également impliquée avec Mac Wallace. Selon de multiples sources, Kinser demanda à Josepha si elle pouvait arranger pour que son frère lui prête de l'argent. Johnson interpréta cela comme une menace de chantage. Josepha avait parlé à Kinser de certaines des activités corrompues de son frère. Lyndon Johnson ordonna le meurtre. Mac Wallace l'exécuta. Le 27 février 1952, après avoir délibéré jusqu'au soir, le jury revient avec un verdict. Coupable de meurtre avec préméditation. 11 jurés votent pour la peine de mort. Un seul plaide pour la prison à vie. Le juge Charles O. Betts les annule tous. Peine de 5 ans avec sursis. Wallace sort libre immédiatement. Selon Bill Adler du Texas Observer, plusieurs jurés téléphonèrent aux parents de Kinser pour s'excuser. Ils dirent qu'ils n'avaient accepté la peine avec sursis que parce que des menaces avaient été proférées contre leur famille. Réfléchissez à cela. Un meurtrier de sang-froid pris sur les lieux. De multiples témoins. Condamné par un jury qui voulait son exécution,
Il sort libre parce que l'avocat de Lyndon Johnson l'a défendu. Les partisans de Johnson ont versé la caution et le jury a été menacé. L'Austin Statesman écrivit que cette affaire, marquée du début à la fin par l'inhabituel, avait laissé les habitants d'Austin choqués et perplexes. Mac Wallace venait d'apprendre la leçon la plus importante de sa vie. Tant que Lyndon Johnson le protégeait, il pouvait tuer en toute impunité. 5 mois après sa condamnation pour meurtre, Wallace fut employé par Temco Inc. de Garland, au Texas. En février 1961, il fut transféré au bureau californien de Ling Temco Vote, ce qui nécessitait une vérification des antécédents par la marine américaine. Malgré sa condamnation pour meurtre au premier degré, LTV lui obtint une habilitation de sécurité. Le bureau du renseignement naval tenta de la révoquer pendant 11 ans. Ils échouèrent. La protection de Lyndon Johnson était absolue. Mais Mac Wallace n'était pas qu'un meurtrier chanceux. C'était un tueur à gages et le nombre de victimes augmentait. Henry Harvey Marshall, 51 ans, fonctionnaire du département de l'agriculture des États-Unis en charge du programme fédéral d'allocation de coton pour le bureau régional de l'USDA au Texas. En 1960, Marshall fut chargé d'enquêter sur les activités de Billy Sol Estes, un escroc texan et ami proche de Lyndon Johnson. Estes menait des opérations de fraude massive impliquant des réservoirs d'engrais inexistants et des transferts illégaux d'allocation de coton. Marshall découvrit que ces combines canalisaient des millions de dollars vers la caisse noire secrète de LBJ. Marshall refusa une promotion arrangée par LBJ au siège de Washington. Il devint clair qu'il était sur le point de tout révéler. Selon un témoignage donné plus tard par Billy Sol Estes, Lyndon Johnson, Cliff Carter, un assistant de LBJ, Mac Wallace et Estes lui-même se réunirent plusieurs fois pour discuter du problème de cet électron libre. Johnson finit par dire « Débarrassez-vous de lui ». Mac Wallace reçut la mission. Le 3 juin 1961, le corps de Marshall est retrouvé dans la ferme familiale au nord de Bryan, au Texas. Il a été touché 5 fois dans le flanc avec une carabine calibre 22. Il a une profonde entaille à la tête et il a une concentration de monoxyde de carbone de 15% dans les poumons. Le shérif du comté, Howard Stegall, décrète qu'il s'agit d'un suicide. Aucune photo de la scène de crime n'est prise. Aucun échantillon de sang n'est collecté. Aucune empreinte digitale n'est vérifiée. Le camion de Marshall est lavé et ciré le lendemain. La femme et le frère de Marshall refusent de croire qu'il s'est suicidé. Ils offrent une récompense de $2000 pour toute information menant à une condamnation pour meurtre. Le Texas Ranger Clint Peoples enquête et conclut qu'il aurait été absolument impossible pour M. Marshall de s'être donné la mort. Un pompiste nommé Nolan Griffin rapporte que le jour de la mort de Marshall, un étranger lui a demandé le chemin vers la ferme de Marshall. Un dessinateur des Texas Rangers crée un portrait robot basé sur la description de Griffin. Peoples finit par identifier l'homme comme étant Mac Wallace. Mais le verdict officiel reste le suicide, parce que Lyndon Johnson est maintenant vice-président des États-Unis, et Johnson utilise son influence pour s'assurer que la dissimulation tient. En 1962, Billy Sol Estes est arrêté pour fraude. Le scandale menace d'exposer Johnson. En quelques mois, plusieurs personnes liées à l'affaire meurent dans des circonstances mystérieuses. George Krutilek, retrouvé effondré dans sa voiture avec un tuyau de son pot d'échappement coincé dans la fenêtre. Coleman Wade meurt quand son avion s'écrase. Harold Orr, Ike Rogers, tous morts. En décembre 1961, Josepha Johnson, la sœur de LBJ, la femme dont la liaison avait déclenché le meurtre de Kinser, meurt d'une hémorragie cérébrale. Malgré la loi de l'État, aucune autopsie n'est pratiquée. Au début de 1963, le nombre de morts liés à Lyndon Johnson et Mac Wallace a atteint au moins 8 personnes. Mais Johnson a un plus gros problème. Il est sur le point d'être inculpé pour corruption. Le scandale Bobby Baker explose. L'enquête sur la fraude de Billy Sol Estes se resserre. Johnson fait face à la ruine politique et à une possible incarcération. Puis le 22 novembre 1963, le président John F. Kennedy est assassiné à Dallas, au Texas. Lyndon Johnson devient président. Toutes les enquêtes sur ses activités criminelles cessent immédiatement. Lee Harvey Oswald est arrêté et inculpé d'avoir tué Kennedy depuis le 6e étage du Texas School Book Depository. 2 jours plus tard, Oswald est assassiné par Jack Ruby avant de pouvoir être jugé. La commission Warren conclut qu'Oswald a agi seul. Affaire classée. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait.
Mais il y avait un problème. Au 6e étage du Texas School Book Depository, les enquêteurs avaient relevé de multiples empreintes digitales sur les boîtes en carton qui constituaient le soi-disant nid du tireur. La plupart furent identifiées comme étant celles d'Oswald. Oswald travaillait dans le bâtiment, donc ces empreintes avaient du sens. Mais une empreinte digitale resta non identifiée, étiquetée inconnue, classée aux archives nationales. Pendant 35 ans, cette empreinte digitale resta un mystère. Puis, en 1998, un chercheur texan sur l'assassinat, J. Harrison, eut une idée. Et si cette empreinte inconnue appartenait à Mac Wallace? Harrison obtint une copie certifiée de la fiche d'empreinte digitale de Wallace de 1951 auprès du département de la sécurité publique du Texas. Il obtint également une copie de l'empreinte inconnue des archives nationales. Harrison soumit les deux empreintes à A. Nathan Darby pour une analyse à l'aveugle. Darby était un examinateur certifié d'empreintes latentes avec plusieurs décennies d'expérience. Il était membre de l'Association internationale pour l'identification. Il avait été chef de la section d'identification et de casier judiciaire du département de police d'Austin. Les juges de district du Texas l'avaient certifié comme expert en empreintes digitales, déclarant qu'il avait témoigné dans leurs tribunaux de nombreuses fois. Et avec sa vaste expérience en empreintes digitales, il n'y a jamais eu de question quant à savoir s'il pouvait se qualifier pour témoigner en tant qu'expert. Darby examina les empreintes. Il trouva 14 points de correspondance. La loi américaine exige 12 points pour une identification légale. Darby déclara plus tard qu'il avait en fait trouvé 34 points de concordance, bien au-delà du seuil de coïncidence. Le 12 mars 1998, Darby signa une déclaration sous serment notariée confirmant la correspondance. L'empreinte digitale inconnue sur la boîte A dans le nid du tireur appartenait à Malcolm Wallace. Walt Brown tint une conférence de presse à Dallas en mai 1998. Les conclusions furent transmises au département de police de Dallas, qui les passa au FBI. Des copies furent envoyées au Conseil de révision des archives de l'assassinat, le panel fédéral créé pour superviser l'identification et la publication des archives de l'assassinat de JFK. Les implications étaient stupéfiantes. Mac Wallace, un meurtrier condamné, le tueur à gages personnel de Lyndon Johnson, avait laissé son empreinte digitale sur une boîte dans le nid du tireur. Selon les experts en médecine légale, les empreintes digitales ne peuvent être relevées sur du carton que dans les 24 heures suivant leur dépôt. Wallace avait été là le 22 novembre 1963, le jour où Kennedy est mort, mais les médias l'ignorèrent. La presse grand public ne voulut pas toucher à l'histoire. La chaîne History finit par diffuser un documentaire présentant les preuves d'empreintes digitales en 2003 dans le cadre de leur série « Les hommes qui ont tué Kennedy ». L'épisode s'appelait « Les coupables ». Il fut immédiatement interdit de rediffusion après avoir été attaqué par les anciens associés de Johnson. Pourquoi ? Parce que les preuves n'impliquaient pas seulement Wallace, elles impliquaient Lyndon Baines Johnson. De multiples témoins oculaires décrivirent avoir vu un homme au 6e étage du Texas School Book Depository qui ne correspondait pas à la description d'Oswald. Arnold Roland vit deux hommes au 6e étage, l'un tenant un fusil quelques minutes avant que les coups de feu ne retentissent. Caroline Walter vit deux hommes à une fenêtre, l'un en veste de costume marron, l'autre en chemise blanche tenant un fusil. L'homme en costume marron était corpulent, portait des lunettes. Cette description correspond parfaitement à Mac Wallace. En 1984, Billy Solestes témoigna devant un grand jury. Il leur dit que Lyndon Johnson, Cliff Carter, Mac Wallace et lui-même avaient été impliqués dans de multiples meurtres, y compris Henry Marshall, Josepha Johnson, John Kinzer et John F. Kennedy. Estes déclara que LBJ avait ordonné ces meurtres et transmis ses ordres par l'intermédiaire de Cliff Carter à Mac Wallace, qui exécutait les meurtres. Le grand jury changea le certificat de décès de Henry Marshall de suicide à homicide, mais aucune charge ne fut retenue. Johnson, Carter et Wallace étaient tous morts à ce moment-là. Wallace mourut le 7 janvier 1971 dans un accident de voiture, sans autre véhicule impliqué, près de Pittsburgh, au Texas. Il semblait s'être endormi au volant. Mais selon Barr McClellan, auteur de Blood, Money and Power, How LBJ Killed JFK, Wallace devait être éliminé. Après avoir conduit pour voir sa fille, Wallace se rendit à un bureau à Longview, au Texas, où le pot d'échappement de sa voiture aurait été trafiqué pour que les gaz s'écoulent dans le véhicule. Wallace mourut de blessures massives à la tête. Cliff Carter mourut plus tard cette même année, 1971, à l'âge de 53 ans. Les deux hommes morts à quelques mois d'intervalle. Billy Solestes devait être libéré de prison en 1971.
Le Texas Ranger Clint Peoples avait des preuves documentées que Wallace était l'un des tireurs à Dealey Plaza. Le 19 juin 1992, Peoples parla de ses preuves à un ami. 4 jours plus tard, le 23 juin, Peoples fut tué dans un mystérieux accident de voiture sans autre véhicule impliqué. Le schéma est clair. Quiconque en savait trop sur Mac Wallace et Lyndon Johnson finissait mort. Soyons clairs sur ce que les preuves montrent. Mac Wallace était un meurtrier condamné au premier degré qui est sorti libre parce que Lyndon Johnson est intervenu. Wallace a tué plusieurs personnes sur les ordres de Johnson. Le nombre de victimes inclut au moins 8 meurtres. L'empreinte digitale de Wallace a été trouvée dans le nid du tireur au 6e étage du Texas School Book Depository le 22 novembre 1963. Des témoins oculaires ont décrit un homme correspondant à la description de Wallace au 6e étage. Et tous ceux qui ont essayé d'exposer ces informations sont morts dans des circonstances suspectes. Lyndon Johnson a-t-il ordonné l'assassinat de John F. Kennedy ? Les preuves d'empreintes digitales ne le prouvent pas de manière concluante, mais elles prouvent que Mac Wallace était là, et Mac Wallace ne faisait rien sans les ordres de Lyndon Johnson. Les critiques de la correspondance d'empreintes digitales de Wallace soutiennent que l'analyse de Darby a été contestée par d'autres experts. Certains affirment que les empreintes ne correspondent pas, pointant des incohérences. Mais les références de Darby étaient impeccables. Il a témoigné en tant qu'expert dans les tribunaux du Texas pendant des décennies. Il avait 75 ans d'expérience combinée en empreintes digitales avec un autre examinateur du FBI qui a revu son travail. Et Darby n'a pas seulement trouvé 14 points de correspondance, il en a trouvé 34. Darby aurait-il pu se tromper ? Possiblement. L'analyse des empreintes digitales n'est pas infaillible. Mais considérez l'alternative. Si l'empreinte de Wallace n'était pas sur cette boîte, comment expliquons-nous tout le reste ? Les meurtres, les connexions, le timing, les descriptions des témoins, les morts suspectes de tous ceux qui connaissaient la vérité. L'establishment veut vous faire croire que Lee Harvey Oswald a agi seul, qu'un ancien marine de 24 ans avec des compétences de tireur médiocre a réalisé l'assassinat parfait depuis une fenêtre du 6e étage avec un fusil commandé par correspondance. Que Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit de seconde zone sans agenda politique, a spontanément décidé de tuer Oswald en direct à la télévision par sympathie pour Jackie Kennedy. Ils veulent vous faire croire que l'empreinte digitale de Mac Wallace dans le nid du tireur est une coïncidence. Que tous les meurtres liés à LBJ et Wallace sont des coïncidences. Que les menaces contre les jurés, la peine avec sursis, l'habilitation de sécurité pour un meurtrier condamné, les mystérieux accidents de voiture, tout cela des coïncidences. Combien de coïncidences faut-il avant qu'un schéma n'émerge ? Lyndon Johnson devint président à 14h38 le 22 novembre 1963 à bord d'Air Force One. Il prêta serment avec Jackie Kennedy debout à ses côtés, portant encore le tailleur rose taché de sang. Les enquêtes sur la corruption de Johnson prirent fin ce jour-là. Le scandale Bobby Baker disparut. Les poursuites pour fraude de Billy Solestes furent abandonnées. Johnson continua à faire passer une législation historique sur les droits civiques et à étendre la guerre du Vietnam. Il choisit de ne pas se représenter en 1968 et mourut en 1973. L'empreinte digitale de Mac Wallace reste aux archives nationales. La boîte A du nid du tireur est conservée comme pièce à conviction. La correspondance en 14 points est documentée dans une déclaration sous serment. Ce sont des faits. La question n'est pas de savoir si l'empreinte de Mac Wallace a été trouvée dans le nid du tireur. Elle l'a été. La question est: que faisait le tueur à gages personnel de LBJ au 6e étage du Texas School Book Depository le jour où John F. Kennedy fut assassiné? Si cette histoire vous a fait remettre en question le récit officiel, faites quelque chose de puissant. Appuyez sur ce bouton j'aime. Chaque j'aime dit à YouTube que cette histoire mérite d'atteindre plus de gens. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer notre prochaine plongée dans les conspirations qui ont façonné l'Amérique. Chaque jour, nous découvrons des preuves enterrées dans des documents déclassifiés, des déclarations sous serment et des témoignages scellés. Des histoires de meurtres, de pouvoirs politiques et des assassinats qui ont changé l'histoire. Vrai crime, vrai pouvoir, vraie histoire. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire et dites-nous. Croyez-vous que l'empreinte digitale de Mac Wallace prouve l'implication de LBJ dans l'assassinat de JFK? Ou est-ce juste une autre théorie du complot sans substance? Êtes-vous aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie? Notre communauté s'étend sur le globe et votre voix compte. Partagez vos pensées, partagez votre ville.
Gardez cette conversation vivante, parce que les vérités inconfortables ne restent pas enterrées éternellement. Et l'empreinte digitale ne ment pas. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime sacrément bien. Ce n'est qu'en affrontant la vérité que nous pouvons empêcher que cela se reproduise. L'empreinte du tueur à gages. Boîte A, 22 novembre 1963. Les preuves sont là. La question est, êtes-vous prêt à y croire ?